Bon bah bonjour, enfin bonjour, bonsoir, je sais pas en fonction de Bonsoir. l'heure, à tous. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là du coup pour la séance, on va pouvoir faire un petit rattrapage vidéo. Euh, donc la dernière fois qu'on s'était vu, du coup on avait déjà parlé des neural networks. Et bon, on va continuer, on va donner enfin, quelques compléments et on va voir ensuite comment implémenter ça avec Keras et TensorFlow. Voilà, du coup, au programme d'aujourd'hui, il y aura trois parties. Première partie, vous verrez dans le timecode de la vidéo, normalement, les trois parties. Première partie, ce sera les slides qu'on va avoir tout de suite pour revoir un peu les concepts de base. Deuxième partie, on va faire quelques rappels sur Python et sur NumPy en particulier, parce qu'on a eu pas mal de questions là-dessus, donc comme ça, on va passer là-dessus. Et troisième partie sera la correction de la séance. Voilà. Alors, ça, tac. Donc, pour rappel, ce qu'on fait, c'est de la classification d'images pour l'instant, avec des réseaux de neurones pour approximer cette fonction de classification. Donc, on avait vu qu'un réseau de neurones, c'était constitué d'une couche d'input, plusieurs couches cachées, hidden, et ensuite une couche output. Euh, et que chaque neurone, c'était, on avait vu nous le sigmoïde de neurone, donc c'était un neurone qui faisait la somme pondérée des entrées plus un éventuel biais. On appliquait une fonction d'activation qu'on avait noté sigma pour sigmoïde neurone, sigmoïde function, pardon. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'était pour entraîner, on passait plusieurs fois entièrement le dataset. Donc une fois passé entièrement le dataset, c'est ce qu'on appelle une époque. Et ensuite, pour chaque X ou éventuellement pour chaque batch, c'est-à-dire un ensemble d'images, on faisait la prédiction des images, donc la forward pass, on calculait la loss et ensuite on actualisait les poids, la backward propagation. Euh, et éventuellement on peut calculer l'accuracy pour suivre l'entraînement, mais c'est pas obligatoire. Alors, je sais même plus ce que c'est. Bon, skip. Voilà, donc un truc qu'on n'avait pas spécialement évoqué ou pas insisté la dernière fois, c'était que l'input, le layer d'input, ça doit être à tout prix un vecteur en une dimension. Donc quand on utilisait des images, on les aplatissait. C'est-à-dire que, je sais pas, si on a une image en 30 x 30 en RGB, on se retrouvait avec un vecteur à l'entrée en 30 x 30 x 3. Et ensuite la sortie, le nombre de neurones qu'on a en sortie, c'était le nombre de classes qu'on veut prédire. Et ce qu'on va faire, enfin ce qu'on avait déjà sûrement dû faire la semaine dernière, je pense, c'était qu'on avait encodé en one hot encoding. Alors ça correspond à quoi? C'est-à-dire que si on a, admettons, trois classes, chien, chat ou voiture, et ben on va encoder sur trois valeurs différentes chacune de ces classes. Donc pour le chien, on pourrait dire que c'est 1, 0, 0, le chat c'est 0, 1, 0, et la voiture, il me semble que j'avais dit 0, 0, 1. Bon, c'est le même principe, peu importe le nombre de classes, on peut continuer comme ça très longtemps. Et ça, en fait, par la suite, ça va nous permettre en gros, plus ou moins, de mettre une probabilité, en fait, de quelle est la chance qu'on ait bien cette classe-là. Donc on peut se retrouver avec un 0,2, 0,8, 0, et ben il y a plus de chances que ce soit la deuxième classe qui avait été, donc c'était chat, du coup. Du coup, pour trouver la structure du réseau de neurones, ben en fait tout ça c'est des hyperparamètres, c'est-à-dire que le nombre de couches cachées, le nombre de neurones par couche, euh, le learning rate, la batch size, le nombre d'époques, la loss, tout ça c'est des hyperparamètres. Et bah enfin, c'est à prédéfinir pardon, avant. Et ensuite il va falloir chercher à les optimiser, c'est-à-dire que ça va être par le biais d'expérimentation, on va chercher, on va expérimenter. Aussi l'expérience au bout d'un moment qui va aider, clairement. Mais du coup, voilà, en testant, on va voir comment notre réseau se comporte et et avec quels paramètres il va être meilleur que par rapport aux autres essais. Juste par rapport à ça, j'aimerais rajouter que quand on va aller plus loin dans cette démarche, il y a également des algorithmes d'optimisation qui existent pour ça. On va pas aller jusque-là, mais parce que là, on va tout paramétrer à la main. Mais voilà, quand on a des très très gros modèles, ça se fait couramment de les optimiser à l'aide d'algorithmes. Euh, oui, du coup, bien évidemment, la sigmoid function. On vous a présenté ça parce qu'historiquement, c'est venu comme ça. Dans les faits, maintenant, il y a des problèmes avec cette fonction.
déjà, c'est lourd à calculer, avec notamment l'exponentielle, pas mal de choses qui sont lourdes à calculer. Et il y a aussi un problème, c'est-à-dire que aux extrémités de la fonction, donc pour des grandes et des petites valeurs de x, on a une valeur du gradient très très faible, et donc le réseau va être un peu stuck à ces endroits-là, ce qu'on appelle le problème de vanishing gradient. Et notre réseau, il va pas réussir à bien s'en sortir, pas bien évoluer. Il y a encore plein d'autres problèmes avec cette fonction. Et du coup, dans les faits, ce qu'on utilise, c'est la fonction ReLU, Rectified Linear Unit, qui est tout simplement y égale 0 pour les x négatifs et y égale x pour les x positifs. Alors cette fois-ci, elle est plus continue sauf en 0, mais dans les faits, vu qu'on est avec des floats, on n'a jamais le problème, on n'est jamais en x égale 0 tout pile, et donc ça marche quand même, du coup. Puisqu'elle est continue partout ailleurs. Pour ce qui est de la backprop, on a des mécanismes plus poussés qui permettent d'améliorer cette backpropagation, qui est notamment, qui sont l'addition des moments, donc c'est-à-dire garder un moment pour éviter de rester stuck dans un minimum local, et aussi avoir un learning rate adaptatif, ça permet en gros de réduire le learning rate, notamment quand on est à la fin de l'entraînement, et donc de rentrer dans ces petits minimums qu'on aurait pu skip avec un grand learning rate. Donc en pratique, on va utiliser Adam, qui est vraiment ce qui est utilisé très régulièrement et qui marche bien mieux que tous les autres optimizers assez classiques. Et enfin, pour éviter l'overfitting, on avait déjà parlé, je crois. Un petit peu, ouais. On avait parlé d'overfitting. On va utiliser du dropout. Alors, en quoi ça consiste? Ça consiste en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va freeze, on va désactiver aléatoirement certains neurones dans le modèle. Et concrètement, ce que ça va permettre d'entraîner certains neurones qui auraient pratiquement été skip en fait par l'apprentissage classique. Et statistiquement, ça fait que le modèle sera plus résilient à de nouvelles données, et donc il aura moins appris les données en général, mais là il aura réussi à comprendre le contexte des données, comprendre les métadonnées en fait, les choses qu'on voudrait qu'il apprenne. Ouais. Concrètement, le dropout, ce que ça fait, c'est que, pour avoir un peu l'intuition du truc, c'est que ça va éviter que certains neurones aient des trop gros coefficients, vu qu'ils se feront désactiver aléatoirement, et du coup, on va répartir la charge sur un peu plus l'ensemble des neurones. C'est ça. Et finalement, donc la petite conclusion, avec tout ce qu'on vient d'évoquer, les réseaux de neurones, ils marchent pas mal avec tout ça. Et il y a d'autres types de réseaux qu'on pourra voir par la suite, notamment les CNN qu'on va voir dans la prochaine séance. Mais il y a d'autres réseaux qui existent, les RNN, les LSTM, les Transformers. Donc les RNN, c'est Recurrent Neural Network, CNN, Convolutional Neural Network, et LSTM, Long Short Term Memory. Voilà, donc les LSTM, ça permet de travailler avec des données temporelles, vidéo, record audio, plein d'autres choses, les analyses de log éventuellement, voilà. Du coup, il y a aussi les Transformers qui ont beaucoup le vent en poupe. Donc c'est un autre type de réseau qui permet notamment de travailler sur les données séquentielles, encore une fois. C'est souvent ce qui est utilisé dans le NLP, le traitement de la langue. Et c'est aussi ce qui est utilisé dans les plus gros modèles que vous voyez en ligne, là, qui actuellement GPT, DALL-E, etc., si vous en avez entendu parler, ou si vous regardez notre Insta, parce qu'il faut regarder notre Insta, on publie dessus. Voilà, vous voyez de quoi on parle. Et bien évidemment, c'est classique. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a quelques sources, et Kaggle, on n'a pas présenté, d'ailleurs, on n'a même pas présenté pendant la séance. Non, effectivement. Kaggle, c'est un site qui référence des jeux de données sur lesquels vous pouvez vous mettre en compétition avec d'autres gens. Et donc vous pouvez participer comme ça à des compétitions, voire même si vous êtes premier, être payé sur les très bonnes compétitions, mais c'est pas gagné quoi.
Et ça permet aussi d'être comme Google Colab, c'est-à-dire que vous avez votre environnement de travail tout frais payé, ce qui est quand même pratique. Il y a un cours du Stanford, Harvard, c'est quoi? Ouais. Il y a un cours de Stanford donc, Stanford. qu'on vous recommande, et quelques sources voilà, assez sympathiques. Alors, dans cette deuxième partie, on va voir quelques rappels de Python et NumPy. Donc tout d'abord, pour pouvoir faire quelques exemples, on va générer quelques données. Je ne vais pas forcément décrire ceux des cellules parce que c'est juste on génère des images. Ce qui est important de savoir, c'est qu'on va générer des images avec des dimensions pas très propres. Notre but, ça va être de les rendre un peu plus propres derrière. Donc si on va générer des données avec plusieurs dimensions, déjà il va y avoir 16 images. Dans chacune de ces images, on aura 32 dimensions, dans lesquelles on en aura 32 autres, parce que c'est des images 32 x 32. C'est des images RGB, donc 3 channels, et enfin on a 1 à la fin. Souvent on a ce petit 1 parasite, qui veut dire qu'on a juste dans la dernière dimension un tableau avec une seule valeur. Des fois on a ça quand on extrait des données de CSV, des choses comme ça. Donc si on plotte ça ici, on voit qu'on a une image totalement random. Donc voilà la shape qu'on a au final, une batch size de 16, des images de 32 par 32 par 3 avec une dimension parasite. Ce qu'on aimerait dans un premier temps, c'est l'enlever, parce qu'elle ne nous sert à rien, cette dimension de 1 à la fin. Donc pour ça, dans NumPy, on a une fonction qui s'appelle squeeze, qu'on va pouvoir appeler comme ça. Et donc vous voyez qu'ici, à la fin, après avoir fait le squeeze, on n'a plus le petit 1 qui a été enlevé. Donc là, je n'ai pas modifié l'objet data, il y a toujours le 1 à la fin, c'est juste pour vous montrer que cette fonction, elle marche. Une autre méthode qu'on aurait, qui permet de faire des choses différentes, c'est la méthode reshape. Donc le but, ça va être d'aplatir nos données. Donc ici, on va faire data.reshape. 16 ici, ça veut dire que dans la première dimension, on veut garder 16 images. Et dans reshape, on va pouvoir mettre -1 dans le deuxième paramètre. C'est un paramètre spécifique qui dit à NumPy, dans la première dimension, je veux 16 images, et dans la deuxième, tu mets tout ce qui reste. On ne peut pas mettre plusieurs fois -1 évidemment, on a le droit de l'utiliser une seule fois dans les paramètres. Donc là, il va inférer qu'en fait, dans la première dimension, il y a 16, et dans la deuxième, il reste 32 x 32 x 3 valeurs. Parce que le 1 n'apporte rien de toute façon. Donc si on fait une petite assertion, vous voyez qu'on voit bien qu'il y a bien le bon nombre de pixels dans la shape. Si on prend la première image, voilà. Ensuite, on va passer sur quelques fonctions basiques de Keras que vous allez être amené à utiliser pour créer des réseaux de neurones par exemple. Donc tout d'abord, on va pouvoir importer Keras depuis TensorFlow. Et puis depuis Keras, on va pouvoir importer les layers. Les layers, c'est ce qui contient un petit peu toutes les couches de notre réseau de neurones qu'on va vouloir utiliser. Pour construire un modèle séquentiel, on a le Keras.sequential qui est disponible, qui prend en paramètre un tableau. Le tableau liste les différentes layers qui vont se succéder. On peut construire des modèles plus complexes avec des layers qui s'exécutent en parallèle. On ne va pas faire ça ici parce qu'il n'y a pas besoin. Du coup, Sequential répond pas mal à nos besoins et ça fait quand même un code très très concis et très lisible comme vous pouvez voir ici. Donc là, on est sur un modèle qui comporte 4 couches denses, une première qui va recevoir les entrées, 2 couches cachées, 64 et 32 neurones respectivement, et la dernière layer qui va être une dense de 1. En général, dans la dernière dense, en fait, on va mettre le nombre, autant de neurones qu'on a de classes en sortie. Bon, là, on voudrait prédire une valeur aléatoire, une valeur flottante, entre 0 et 1. Pour chaque couche qu'on va écrire, on va mettre une fonction d'activation, comme on a vu précédemment. Ici, on va mettre du relu, parce que, comme on l'a vu juste avant dans les slides, c'est une fonction qui marche super bien, que tout le monde utilise un petit peu partout, pour être honnête. Dans un Keras.sequential, on doit également mettre une input shape pour dire au réseau quelles têtes vont avoir les images qui vont entrer sans préciser la batch size. Il y a deux choix pour ça. Soit la meilleure méthode quand même, comme on a mis ici, c'est de mettre input shape égale dans la première couche du réseau et de mettre la taille d'une image. On peut également omettre cette partie-là. Je vais le faire juste ici pour vous montrer. Hop. On peut également enlever ça et rajouter ici un layers input et dedans on va mettre un shape égal et là on va remettre notre 32 x 32 x 3. Quoi? Oui, il manque un S, effectivement. Incroyable. Et il manque une parenthèse aussi. Tac. C'est bon, nickel. Voilà, donc on a ces deux méthodes. Bon, la première marche quand même mieux en pratique, mais enfin ça marche pareil, mais ça permet d'avoir le même résultat, c'est juste un peu plus propre.
Donc une fois qu'on a défini notre réseau, ça nous retourne un objet de type modèle. Ce modèle, il va falloir faire une étape supplémentaire dessus, à savoir le compiler pour pouvoir lui assigner un optimiseur, une loss et des métriques. Les métriques, c'est ce qui va être affiché pendant l'entraînement. La loss, ben, vous connaissez, c'est ce qui permet, c'est la fonction de coût qu'on souhaite minimiser. Et l'optimizer, c'est la méthode qu'on choisit pour optimiser. Donc ça va être tous des dérivés plus ou moins heuristiques de la gradient descente. Ici, on a Adam, donc comme on l'a vu précédemment, c'est par batch. Il y a de l'inertie, donc avec du moment pour éviter de rester bloqué dans des minimums locaux. Et puis, il y a également, c'est quoi le troisième? Le learning rate adaptif. Oui, le learning rate adaptif, je crois que par défaut, là, il est désactivé. Voilà, donc vous voyez qu'ici, bah, il ne se passe rien quand on le compile. Ça veut dire que ça a bien marché. On peut après faire un modèle .fit, comme on le verra dans le TP, pour effectuer l'entraînement et lui mettre des données. Et enfin, dans Keras, vous pouvez mettre un modèle.summary si vous voulez afficher un petit peu le contenu de votre modèle. Ça va résumer un petit peu les différentes couches et leurs paramètres, avec le nombre de paramètres que vous voulez entraîner notamment. Alors, on va dans cette troisième partie voir la correction du TP qu'on a fait pendant la séance. Alors, dans un premier temps, on fait une petite démonstration avec un cercle, donc on génère des données aléatoires. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette partie ici précisément. Ce qui est juste intéressant, c'est le train test split, où en fait on va séparer les données. Donc ça, c'est cette fonction qui vient de sklearn permet de séparer un jeu de données XY en deux parties. Une partie train, une partie test. Nous, on veut trois parties en fait. Train, validation et test. C'est pour ça qu'on l'utilise deux fois. Dans un premier temps, on prend 80% des données pour l'entraînement et parmi les 20% restants, on en garde la moitié, donc 10% du total pour la validation et 10% restants pour le test. Ensuite, on va créer un petit modèle de démo. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure dans la seconde partie, on va mettre l'input. Donc là, on a décidé de le mettre en tant que layer directement. Donc, on va mettre une size de tout, parce qu'on veut mettre x, y, c'est des points qui ont juste deux composantes. On met une couche cachée de 10 neurones avec une activation sigmoïde, et enfin une activation de sortie sigmoïde pour une couche dense de 2 neurones. Parce qu'encore une fois, on peut prédire une position. Donc en fait, ensuite on a le modèle.summary qui nous montre un petit peu ce qu'il y a dedans. Bon, il redit exactement les mêmes choses. Ensuite, on va compiler le modèle. Donc comme on a vu précédemment, on va choisir l'optimizer Adam, c'est le plus connu. Comme loss, on va choisir une mean square error, donc une fonction classique. On fait la différence entre y et y prédit le tout au carré. Et comme métrique, on va afficher l'accuracy. Donc vous allez pouvoir faire un petit modèle .fit. Ici, on ne l'a pas fait parce qu'on utilise celui qu'on a écrit juste après qui permet de générer une petite image assez sympa. On va voir un petit peu ce que ça a donné pendant l'entraînement. Alors, hop. Oui, il est là. Ouais, juste. Double clic. Peut-être, yes. Voilà. Voilà, donc on voit qu'au début, le modèle il prédit un petit peu n'importe quoi et très très vite, il se corrige pour remplir le cercle. Voilà, donc c'est une fonction assez triviale, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué à prédire. Donc vous voyez, du coup, ça marche plutôt pas mal, un modèle assez simple comme ça. Tac. Donc voilà, dernière image ici. Maintenant, on va essayer de résoudre une tâche un petit peu plus complexe. Donc, on va s'intéresser au MNIST dataset. Donc, le MNIST dataset, c'est un petit peu le Hello World du deep learning. C'est un petit dataset noir et blanc avec des images de 28 par 28, il me semble, où c'est des chiffres qui sont écrits à la main de 0 à 9. Donc, c'est des images un petit peu, voilà, pas difficiles, mais je veux dire, parce que il n'y a pas beaucoup de pixels, mais il y a quand même des images, on n'arrive pas vraiment à faire la différence entre, par exemple, si c'est un 7 ou un 9, par exemple. Donc, dans un premier temps, on va charger les données ici, avec une fonction qui nous vient directement de Keras. On voit un petit peu l'échelle que ça nous donne, 60 000 images pour le train, 10 000 pour le test. Ici, ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va utiliser à nouveau notre train test split, donc pour récupérer 90% de notre jeu de données pour le train et pour la validation 10%. Donc on voit on a effectivement 54 000 pour l'entraînement, 6 000 pour la validation et les 10 000 qu'on avait au tout début pour le test. On va plotter une des images, on voit un chiffre 5, par exemple ici. Vous voyez un petit peu le genre d'image que c'est. Donc on est effectivement sur du 28 par 28. Maintenant un petit reshape.
Donc ce qu'on veut récupérer comme shape, si on regarde les shapes qu'on avait juste avant, ici on avait 54 000 images, chacune de 28 par 28. Nous, on est sur des couches denses ici, donc on veut avoir juste une seule composante ici qui contient directement les uns à la suite des autres les 28 par 28 pixels. Donc pour ça, on va faire un reshape. On garde toujours notre batch size et ici on met 28 par 28. On aurait pu mettre -1 comme on a vu précédemment, mais voilà, ça reste quand même plus explicite d'écrire 28 par 28 si vous connaissez. Maintenant, on va refaire ce qu'on a vu tout à l'heure dans les slides, c'est-à-dire qu'on va convertir ça en one-hot encoding. Donc, on a 10 classes, les chiffres de 0 à 9, et on va faire du one-hot encoding, c'est-à-dire que pour chaque classe, 0, 1, 2, 3, 4, on veut convertir cette valeur en un vecteur de taille 10 qui contient 10 zéros, et pour l'un des 10 zéros, le 1 est placé sur sa classe. Donc une classe égale une position dans ce tableau. Donc par exemple, pour la classe numéro 2, on aura 0, 0 et 1 probablement, etc. pour la classe numéro 2, ici. Voilà, donc pour ça on utilise une fonction de Keras qui est toCategorical tout simplement. Ouais, attends, je te coupe. Vas-y. Juste, on a utilisé le toCategorical dans cet exemple, mais pas dans celui d'avant. En fait, c'est parce que là, on nous prédit 10 classes différentes, alors qu'avant, on prédisait une classe. On était oui ou non, c'était un booléen. Et donc, le one-hot encoding, en fait, il n'a pas vraiment de sens sur du oui ou non, du true ou false. C'est pour ça qu'on ne l'avait pas fait. Par contre, du coup, là, on se met à le faire, c'est parce qu'on a plus de 2 classes et donc il y a plus de 2 éléments à prédire. Voilà, juste une petite parenthèse. C'est ça. Voilà, donc maintenant, une fois qu'on a nos train, val et test, on va créer un modèle un petit peu plus fat que juste avant, mais on reste sur des activations sigmoïdes. Donc on suit un petit peu les instructions qu'on vous avait mis juste au-dessus. Cette fois-ci, on met le input shape dedans pour avoir quelque chose de différent. Donc 128 neurones sur la première couche, 64 dans la couche cachée, et dans la dernière couche, on a 10 neurones, comme d'habitude, un par classe qu'on veut prédire. Parce que si on avait un seul neurone qui prédisait des valeurs de 0 à 10, c'est beaucoup plus compliqué et bien moins stable numériquement. Et du coup, voilà, comme on a fait du one-hot encoding, on veut prédire dans notre dernière couche autant de valeurs qu'on a de valeurs dans notre one-hot encoding. Donc cette dernière couche, elle va prédire des valeurs dans un vecteur de taille 10, mais rien ne garantit que la somme de ces 10 valeurs sera égale à 1. Parce qu'on veut, nous, une distribution de probabilité dont la somme est égale à 1. Comme c'est un réseau de neurones et qu'on ne peut pas garantir ça, on va, dans la fonction de loss qu'on va utiliser, donc categorical cross entropy, c'est une fonction de loss qui marche un peu comme MSE, qui marche pas mal pour tout ce qui est classification de classes, en différentes classes, quand on a plus qu'une. Cette fonction prend un argument fromLogix égale true, ça veut dire que dans notre réseau, on n'a pas mis de fonction qui permettait de transformer notre sortie en distribution de probabilité, et donc c'est la loss qui va le faire elle-même. Une manière de le faire dans le réseau et donc de mettre false ici, ce serait pour par exemple la dernière fonction d'activation ici, de mettre un softmax. La softmax c'est une fonction qui permet de transformer ça en somme de probabilité. Pour l'optimizer, on va utiliser SGD parce que voilà, Stochastic Gradient Descent pour rester très classique. Si vous voulez avoir de meilleures performances, on vous conseille par exemple Adam, comme on a vu plus tôt. Et on va afficher l'accuracy pendant l'entraînement. Voilà. Donc on voit que l'entraînement a été fait assez rapidement, on plotte un petit peu tout ça. On a une accuracy qui monte quand même très haut. Vous voyez, le MNIST, c'est assez facile de faire des très bons scores dessus. Donc là, on arrive à un score de un peu plus de 90%, je crois, 91-92. On va le voir en dessous. Et au niveau de la loss, on voit qu'on n'a pas d'overfitting, donc en fait on a la validation qui rejoint un petit peu le train, donc c'est logique généralement que la validation soit au-dessus du train, bon ici elle est en dessous, voilà, dans des cas comme ça arrive. Un cas d'overfitting, ce serait un cas où en fait la fonction de validation, la loss de validation, remonte en fait, tandis que la train continue à descendre. Ça signifierait que le modèle est en train de mémoriser le jeu d'entraînement, ce qui n'est pas bon du tout, et on arrête l'entraînement quand elle commence à diverger en général. Et ici, c'est pas le cas, donc c'est parfait. On évalue notre modèle, donc comme marqué ici, vous voyez qu'on a une loss de 0,27 et une accuracy de 0,92. Donc on ne peut pas vraiment comparer deux loss entre elles, c'est-à-dire si on avait utilisé une MSE ou une categorical cross entropy, parce qu'elles ne mesurent pas les choses pareilles, donc 0,27 sur l'une sera peut-être très bon pour une et très mauvais pour l'autre, voilà. Donc ça fait juste sens de comparer une loss par rapport à elle-même. Et on a un score de 92,5%, donc c'est plutôt pas mal.
On va tracer maintenant la matrice de confusion. Donc cette matrice nous permet de faire la différence entre les classes qui ont été correctement prédites et celles qui ont mal été prédites. Donc idéalement, ce qu'on veut, c'est avoir le maximum de valeurs dans la diagonale, ce qui signifie que pour chaque 9, on a prédit un 9, et pas autre chose. Vous voyez par exemple que à chaque fois qu'on prédisait 4, souvent on a prédit 4 alors que c'était un 9, comme vous voyez ici, le true label c'était un 9. Qu'est-ce qu'on a comme autre valeur un petit peu élevée? On a par exemple le 40 qui est ici. On a prédit que c'était un 3 alors qu'en fait c'était un 5. Voilà, vous voyez qu'il y a des petites valeurs pour lesquelles on remarque qu'il y a des différences parce que les chiffres se ressemblent. On n'aurait peut-être pas forcément pensé à cela, mais pour le réseau, c'est cela en tout cas. Une manière de faire baisser ces scores, ce sera par exemple dans la prochaine séance en utilisant des réseaux de convolution, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter des pixels dans leur contexte. Ici, on les traite individuellement, donc c'est pas forcément évident de pouvoir repérer certains patterns. Pour les plus longs, vous avez un petit peu de documentation, donc c'est des choses qu'on a déjà évoquées sur les slides au tout début, comme par exemple la fonction relu. Ici, on parle vite fait des différents optimizers qui existent. Donc Adam reste quand même le plus utilisé, mais vous voyez un petit peu les différents qui existent. Et enfin, ici, on illustre un petit peu le dropout. Donc comme on a vu précédemment, le dropout, ça permet d'équilibrer un petit peu la charge pendant l'entraînement, c'est-à-dire qu'on va avoir une plus grande stabilité numérique en sortie lors de l'inférence. Et donc vous voyez que à la fin de cet entraînement, on monte un petit peu plus haut en accuracy puisqu'on arrive à 96% cette fois-ci. C'est vraiment très bon. Donc comme quoi, juste en ajoutant un petit peu de dropout. On a aussi changé ça finalement en fait. Ah oui, exact. On est passé de sigmoïde Bon, ça à expliquerait pourquoi on a quand même une accuracy plus haute. Donc voilà, effectivement, par rapport à avant, on a du relu au lieu d'une sigmoïde. Relu, ça marche quand même beaucoup mieux à cause des problèmes comme on a vu, comme par exemple le vanishing gradient. On a mis directement le softmax dans le réseau. Bon, ça change rien parce que cette fois-ci, on a mis false ici, ça revient au même. Et du dropout pour agrémenter le tout. Donc ça vaudra le coup de faire le test, voir si le dropout a un si grand impact. Mais on sait qu'en pratique, sur des gros réseaux, oui, c'est intéressant d'en mettre. Donc c'est indispensable. voilà, c'est ça. Faut pas trop en abuser non plus, mais en mettre 10-20%, ça aide quand même pas mal. Voilà, donc on voit qu'on a quand même une meilleure accuracy ici. 96%, c'est un très bon score. Voilà, donc on a fait à peu près le tour de tout. Si vous avez des questions sur le notebook, sur les slides, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à nous envoyer des questions sur Discord. Vous avez le QR code un petit peu plus tôt, ou en MP si vous voulez pas poser la question devant 150 personnes. Puis on se retrouve lors d'une prochaine séance, normalement en janvier, sur les réseaux de convolution. Ce sera pas... C'est quoi? C'est début mi-janvier du coup, parce qu'on reprend un mardi normalement. C'est ça. Du coup, on fera les annonces sur nos réseaux de toute façon, notamment sur Discord si vous êtes dessus. Voilà, à bientôt!